Allez, première petite escale pour l'Aarhus Tour 2023. Voilà, on s'est posé hier soir dans ce lieu avec mon ami Bruno Pouchet. Je fais un petit, voilà, un petit, le voilà notre Bruno. Ça va Bruno? Ça va. Avec Evelyne que j'ai rencontrée. Salut Evelyne. Voilà, on est en pleine campagne dans la Haute-Marne. On est où exactement Bruno? Nous sommes à Bienville. Bienville. Ouais. On est bien à Bienville. On est bien à Bienville. Voilà. Hier soir, on a eu le droit à un magnifique lever de lune. Ouais. Et ce que je voulais vous faire voir, voilà, c'est cet endroit, ce petit bosquet, cette petite forêt qui est perdue au milieu de la campagne. Et on va aller voir ensemble avec Bruno et Evelyne ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de ce petit bosquet. Ouh. On y va Bruno? Ouais, on y va. Allez, go. Donc voilà, je vous refais un petit tour d'horizon. Vous voyez, on est vraiment perdu en pleine campagne. On a dormi là cette nuit, on était bien, on n'était pas dérangé par le bruit. Hein. Pas du tout. Hein? Tu as bien dormi, Evelyne? Très bien. Bon. Très bien. Allez, voilà. On va aller voir ce qui se trouve dans ce petit bosquet. Alors, comment s'appelle ce lieu, Bruno? Alors, ce lieu s'appelle la chapelle Sainte-Ménéhould. Sainte-Ménéhould. Voilà. Mais avant tout, c'est un lieu celtique très emblématique. C'est une source sacrée. D'accord. Bien sûr, où on assiste en lieu à la réappropriation d'abord par la Rome antique, si l'on en juge par cet hémicycle miniature. On est un peu au Parlement. Hein, oui, c'était le Parlement des anciens. Parlement, hein, je t'en parle. Allez. Donc là on voit donc cette source avec un puisard et un hémicycle romain. Et tu remarqueras, à la base, on a encore les fondations d'origine, hein, les fondations romaines. Ces grosses pierres, c'est la fondation d'origine. Le restant a certainement dû être un peu refait dans les temps. Hein. Alors, la particularité de cet endroit, eh bien, c'est cette petite source, aux eaux miraculeuses, évidemment, comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Christianisée, comme à l'habitude. Mais donc avec l'eau au fond, on voit en fait le principe, hein, c'est que voilà, la source arrive dans cette cavité et il y a un autre trou là qui repart. Ça c'est un trop plein. Voilà, un autre trou qui repart là pour le trop plein pour aller ensuite se déverser dans cette. Non, c'est le contraire. Elle arrive, elle arrive là, ici. Ouais, elle arrive ici et elle se sauve par là-bas. Elle se sauve par là-bas. Ouais. D'accord. Donc ça c'était certainement le premier bassin à boire. Hein, et là-bas, le deuxième bassin pour les gens qui voulaient un peu récupérer. Et la particularité de cette petite cavité, c'est ce que tu as... Voilà, alors ça, c'est très ancien. Cette inscription crâle. Alors, avec des points, on remarque des points entre les lettres. Alors, certainement pas placés par hasard. Des points dans les lettres, ici, là, là. 3 points l'un au-dessus de l'autre. Je sais pas pourquoi, hein, on connaît pas la signification. Un point ici dans le A, un point là. Donc ces points ont certainement une signification, mais laquelle? Et on a ici le dessin original qui fait figurer à peu près la tête d'un cerf, hein, c'est-à-dire l'allusion à Cernunnos. Hein, mais ça nous fait aussi penser à une coupe. À une coupe, le Graal, voilà. Bien sûr. Et donc ce mot étant l'abréviation de cratella, hein, en ancien latin, cratella qui voulait dire donc le cratère ou le Graal. D'accord. Donc il est évident ici qu'on fait allusion au Graal. Hein. Alors pourquoi? Au mystère. Quoique. Et quand j'ai découvert ce graffiti, c'est assez rigolo. Alors ça a été fait par la suite. Hein. Ça, c'est de la réappropriation par l'Église, toujours, avec une date là, mais qui n'a rien à voir avec
Ce dessin, donc, je me suis amusé à le faire. Alors, c'est aléatoire, mais quand même. J'ai fait, je l'ai envoyé à 4 personnes, radiesthésistes, géobiologues et tout, dont notre ami Mathieu, dont notre ami comment il s'appelle, François Delaunay, qui ont déterminé que ce dessin avait 1000 ans environ. D'accord. Sans leur en parler. Hein, j'ai demandé à Mathieu, il m'a dit à peu près en l'an 1000 et parallèlement, François m'a dit qu'il avait un peu plus de 1000 ans. D'accord. Donc tu vois, et 2 autres personnes la même chose. Donc c'est comme ça que j'arrive quand même à des choses. Donc et ce qui m'étonne pas. Et ici on a ce petit, ça c'est assez symbolique, où on venait mettre des petites bougies. D'accord. Donc voilà pour et alors cet endroit dans sa globalité, donc ici a été d'abord romanisé et ensuite christianisé. Donc là on a un très bel exemple de leur appropriation par le système judéo-romain, hein, et par la religion, qui est venu ensuite le chapeau sur le faitout, qui est ce système. Et là, on a probablement en lieu et place d'un menhir, on peut l'imaginer. Souvent, c'était le cas, d'un menhir ou d'adolmen, qui devait se trouver ici. On a une croix. Et avant cette croix, je me suis laissé dire qu'il y avait un calvaire plus ancien du XIIe siècle. Celui-ci étant du XVIe. Et sur lequel on retrouve aussi des graffitis. Tu peux filmer de l'autre côté, tu vas voir. Il y a des dates. Il y a une date de 1700 et quelques, très nette. Et, on voit bien, ici, et ici, une date de 1544. Et puis, il y a aussi ici des dates en lettres. 1000 C, 500, quelque chose. En lettres romaines. Non, c'est 100. Attends, on voit moins bien là. C'est pas. Faudrait le nettoyer. Ouais, une croix celtique. Une croix d'apparence celtique, ouais, quand même. ce qui est un peu bizarre. Parce que cette croix est quand même venue dénaturer un site celtique. Donc c'est un peu le monde des légendes. Hein. Ouais, on retrouve aussi là. On retrouve ici les. Ouais, voilà. Et à côté, il y a cette belle petite, alors c'est quoi, une petite chapelle? Chapelle Sainte-Ménéhould. Alors là, c'est voilà, dont la chapelle au miracle du lieu dit, hein, la chapelle Sainte-Ménéhould. La chapelle au miracle. Alors, je sais plus. Je crois que l'histoire, c'est que Sainte-Ménéhould aurait retrouvé la vue ou quelqu'un de son entourage. D'accord. Ça me rappelle un peu ce que nous avait expliqué à Livaro, c'est par rapport à cette fontaine. C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. La fontaine au miracle. La même légende. Comme par hasard. Alors, cette fontaine est néanmoins très belle, du 19e siècle. Tu peux essayer de filmer à l'intérieur, tu as des belles statues. Ouais, là on voit à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais, c'est quoi, un soldat romain, là, j'ai l'impression, non? Ici, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, oui, ça y ressemble. Côté, sur l'autre, ouais, ou un archange, peut-être, plutôt. Sur l'autre colonne. Peut-être un archange, et puis là, un évêque. Un évêque, pardon. Oui, un évêque avec la canne, ouais. Un évêque et un archange, je pense. Et regarde à l'intérieur, tu verras. Je sais pas si on va pouvoir... C'est assez sombre. Ouais, peut-être pas évident. Hein. Il y a des statues sur les côtés, peintes. Et on voit au fond, la statue de cette Vierge. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer les statues sur le côté, parce qu'il y a cette petite grille qui est posée. Mais très curieux comme lieu, hein, s'attend pas à retrouver... Et ici, on a un bel hôtel de béton. Voilà. Tout à fait à l'emblème de notre société florissante. Hein. D'ailleurs, on voit par l'évolution des monuments, on voit l'évolution de la société, je pense aussi. Hein, voilà, j'en dirai pas plus. Moi, je trouve que c'est un lieu sympa pour faire un petit mariage. C'est un lieu sympa. Hein, ouais. Une messe noire. Une messe noire avec l'hôtel du sacrifice. Voilà. Sacrifier une vierge à l'aube. Ou un petit enfant. T'as eu chaud, toi. C'était la pleine lune en plus aujourd'hui. T'as vraiment eu chaud. On n'a pas vu de loup-garou, dommage. Non. Voilà. Non, un bel endroit. Ouais, curieux endroit. Avec plein de tilleuls. Des tilleuls et des charmes en périphérie. Un endroit plutôt sympathique. Bah merci Bruno de m'avoir fait découvrir ce lieu. Merci à toi d'être venu, voilà. cher ami.
C'était la Et première merci à escale. vous, Jean Todam, de Voilà. nous avoir accompagnés. Ouais, on a passé une bonne soirée, c'était très sympathique. Alors, ce qui est rigolo aussi, on peut noter, c'est cet enroulement un peu en spirale. Alors peut-être que dans quelques années, il y aura bah, peut-être le cercle de la, ici là, je verrais bien un petit giratoire là, le cercle de la, comment on appelle ça, là, de la révélation. Hein, une statue de la révélation, là, ça serait, hein, ce serait pas mal, hein, avec Monsieur Propre au milieu. Mais ouais, étrange, parce que c'est vrai qu'on sur un même lieu, on a voilà, des constructions de différentes époques. Et... Alors si, ce qu'on peut rajouter peut-être pour conclure, dire que ce site fait partie de tout un tas de sites sur la vallée de la Marne, et on parlera tout à l'heure de cette vallée de la Marne. Donc on ira à la source de la Marne. Donc là on l'a fait à l'envers. Je te la fais pas à l'envers, hein, mais on va faire une petite visite à l'envers. Voilà, on fait une petite visite à l'envers par côté pratique. Donc et pour ton sens de promenade. Hein. Donc on va donc remonter jusqu'aux sources de la Marne, sachant que cette rivière Marne est dédiée par les anciens Celtes à Dea matronale, à déesse mère, donc Marie, la déesse Isis, hein, Diane Chasseresse, etc. Et on passera en coup de vent faire un tour à la rivière Aube, vouée à Dea Alba, la rayonnante, donc le dieu soleil. Donc on a quand même en Haute-Marne le dieu soleil, le dieu lune, quand même pas mal, dans une vallée de la Marne, et dans tout ça tout près d'un petit village de Fontaine-sur-Marne aussi. Donc Fontaine-sur-Marne, si la Marne est dédiée à Marie, bien on pourrait dire Fontaine-sous-Marie, et on pourrait penser elle aurait pu y perdre les os. Pas les os, pas le squelette, hein, les os, et donc pourquoi pas donner naissance à Jésus en ces lieux. Alors quand on rapproche cette hypothèse à toutes les découvertes récentes de nos amis Éric de géométrie sacrée, hein, Éric Le Saint, Mathieu, CJ, etc. Eh bien, c'est marrant parce qu'on travaillait tous en fait sur la même chose, les mêmes hypothèses. Ils ont retrouvé une croix, le départ de la géométrie sacrée de la France, etc., etc. Et là, nous sommes dans un endroit, pour terminer, donc qui était très important à l'époque celtique. Et je me suis laissé dire par un archéologue local que cet endroit de Haute-Marne, entièrement détruit sous l'admonitio generalis, hein, par ce capitulaire de Charlemagne, entièrement détruit à cette époque, donc à l'époque mérovingienne, bien évidemment, était un site à peu près aussi important que la ville de Lyon à l'époque, qui était la capitale de la Gaule, de la France à l'époque. Donc c'est quand même voilà. Et donc on va aller arpenter un petit peu cet endroit où malheureusement il ne reste que peu de vestiges. Tu vois, quand je vois ce petit bosquet là, moi ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai connu cet endroit avec des pâtures tout autour, des champs qui n'étaient pas empoisonnés. Quand je vois aujourd'hui ces cultures, ce poison là qu'on nous fait manger en plus, hein, ces poisons là vendus à prix d'or, tout ça dans le culte de l'argent, ça me fait mal au cœur. Manger, ceci est mon pain. Ouais, manger, ceci est mon pain. Mon cœur, pardon. Voilà. Bah écoute, on va y aller, Bruno. On va y aller. On va continuer notre petite visite de cette Haute-Marne. Merci. Allez. Alors, mon ami Bruno, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes sur Terre en 2023. Hein, c'est ça, le jour un peu perdu. Alors, nous sommes sur un site archéologique un petit peu laissé pour compte, partiellement fouillé, je crois, au 19e siècle par un abbé. Il y a d'ailleurs un livre sur le sujet, et nous sommes sur un site qui s'appelle le Châtelet. Donc nous sommes officiellement sur un oppidum gallo-romain, mais je dirais, comme toujours, sur un ancien lieu celte. Hein, et vous allez en avoir la preuve. Alors quand on se promène ici, alors ce qui est bien, c'est que t'as vu, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien. Ah non, on s'est garé là. Ah mais il faut surtout pas savoir, il faut surtout pas comprendre que de tels lieux existent. On s'est garé là-bas à l'entrée de on s'est garé là-bas. Ce petit chemin et voilà. Il n'y avait aucun panneau. Moi, c'est un ancien du village d'à côté qui m'a parlé de ça quand j'étais tout gamin. Sinon, et là donc, tu vas voir, là, tu es à côté d'une glacière, probablement d'époque romaine à l'origine, qui a servi jusqu'au 19e, peut-être même au début du 20e. Mais alors, ce qui est surtout intéressant, c'est ce petit monument qu'il y a juste en face que je vais te faire découvrir. D'ailleurs, juste en face, là, il y a le menhir de la Haute-Borne. Il y a le menhir de la Haute-Borne qu'on va aller voir juste après, hein, dans la continuité. Et d'ailleurs, on pourrait faire un truc, c'est que je fasse le pilote et que tu filmes parce que comme le parcours est assez long, et en même temps, je t'expliquerai à peu près ce qu'on trouve sur ces lieux. Très bonne idée. Voilà. Alors, on y va. Allez.
assistante Evelyne, Je suis. on y va. Ah oui. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas trop d'éclairage. On aurait dû prendre une torche. D'accord. Ce lieu est bizarre, hein. Voilà. Je vais passer. Alors ici, c'est dommage, on aurait dû prendre un éclairage, on aurait dû prendre ton spot. Il a plus de. Il y a plus. Il a plus de. Ah, Il a plus de batterie. alors ici, on a une glacière. Tu vois, là, on a une glacière circulaire magnifique avec une belle voûte sphérique. On a une glacière et ici, tu avais une porte et une deuxième porte là-bas. Alors tu peux tombe pas dedans parce qu'il y a 10. Ah oui, on voit qu'il y a un énorme trou là au ouais, fond. elle fait à peu près 10 mètres. Alors il faut savoir, ces glacières étaient remplies de glace qu'ils allaient prélever sur des étangs et tout, à l'époque où il y avait encore des hivers assez rigoureux. Donc il est rempli de glace. Et il y avait des portes bien hermétiques, une première ici, un deuxième sas là-bas. Et ces glacières donc conservaient des aliments pratiquement toute l'année, pendant tout l'été jusqu'au prochain hiver. Et c'est même dangereux parce que là il n'y a même pas de grille. Rien. Ah bah là si les enfants qui vont jouer par là, ils tombent dans le trou. Oui. Et alors maintenant je vais vous faire découvrir ça. Alors, ça c'est très particulier. Alors j'espère qu'on va y voir assez avec ma petite. Regarde ça, si ça mériterait pas quand même d'être un peu connu quand même. Ah oui. Hein, dans notre Haute-Marne, on n'est pas en Bretagne, hein, on est en Haute-Marne. Hein. Donc, je te suis. Alors là, tu te demandes comment ça se casse pas la gueule. Ah oui, oui, impressionnant. Hein, faut faire attention quand même. Hein. Ah, au-dessus de ta tête, c'est pas terrible. Hein. Fais gaffe quand même. Parle pas trop fort, Bruno. Impressionnant. Hein. Impressionnant, ouais. Impressionnant ce. Donc, voilà. Et alors ça, tu vois, on a le toupet. J'ai vu sur des supports parce que j'essaie de me documenter sur ce monument. La seule chose que j'ai trouvé, c'est que c'était un monument probablement du 19e siècle. 19e. Ouais, du 19e. Ok. Hein, voilà. Ouais, on voit bien l'érosion des pierres. Ouais, bah, ça a quand même quelques. Hein, voilà, ouais, tout a été érodé. Il y a quand même quelques années. Ouais. Et puis surtout, on voit que c'est de l'assemblage qui a plus à voir avec les dolmens, hein, les dolmens, menhirs. Et alors, ce qu'on peut constater, alors ce qui est assez rigolo ici, c'est que ça fait presque comme un pied, tu sais, comme le pied d'un escargot. Tu vois, ces passages-là, et ici, ça part en tournant, tu vois. Et alors, là, ce que je voudrais te montrer, te faire comprendre, c'est que je pense que ce monument était probablement un genre de, je crois que c'est les cromlechs, on dit. Cromlech, ouais. Les cromlechs, qui de parcours initiatique plus ou moins en spirale ou en escargot. Et maintenant, on va le faire dans l'autre sens, tu vas comprendre. Alors, on peut se faire une petite sortie par là. Hein, tu pourras avoir une belle vision encore du monument. Voilà. On peut, voilà, tu peux reprendre un peu là. Et on peut repasser par ici. Donc, comme ça, tu auras la petite vue d'ensemble. Il y a quand même des beaux bébés de blocs, hein. Ah oui, oui. Bon bah là malheureusement il y a eu un effondrement. Ouais, on voit qu'il y a certaines dalles. Je pense que les bébés ils doivent être en bas là. Et il y a des beaux bébés, hein. Celui-là, il a allez de bouger celui-là. Hein. Alors tu vois, ce qui est rigolo, c'est que on nous présente donc cet édifice comme étant du 19e siècle, hein, avec une glacière à côté, probablement en datant au moins du Moyen-Âge, voire de l'époque romaine. Hein, je sais pas si tu vois ces blocs un peu, regarde un peu ce bloc là. Je ne sais pas si avec
comme j'ai pas beaucoup de luminosité. Ouais, t'as pas beaucoup de luminosité. Ouais, mais on le voit, ouais, c'est une belle dalle. Un bloc de, je sais pas loin de 4 mètres de long, là, parce qu'il va jusqu'à là-bas. Hein. Ouais, donc du 19e siècle. Et alors, ce bloc cet édifice du 19e siècle, donc, bizarrement, eh bien, tu t'aperçois qu'il passe, parce que là, on voit qu'il continue, hein, et il passe derrière la glacière, qui a probablement pas loin de 2000 ans, donc tu vois. C'est pas mal. Ouais. Hein, le 19e passe derrière le. Hein et là aussi, d'ailleurs, tu vois, il y a encore. Tu vois, là, tu retrouves des pierres de construction, ce qui prouve qu'on avait certainement une continuité de l'édifice là. Donc, je dis probablement, je pense. Hein, tu vois, on remarque bien encore les pierres là qui restent. Hein. Donc, je pense que là, si on faisait des fouilles, on retomberait sur la même structure qu'on a à côté. Quoi. Je pense qu'on a affaire à un escargot ou un truc du genre, tu vois. Voilà. Donc quelque chose qui mériterait quand même. Ouais, d'être sauvegardé sauvegardé, connu. Parce que là, reconnu. C'est vrai que. Voilà, plutôt que de sombrer dans l'oubli et de tomber en désuétude. Hein. Parce que là, on a quand même des arbres qui poussent dessus avec les racines qui s'infiltrent et les dégâts que ça peut occasionner. Ça risque peut-être de s'effondrer si on fait rien, quoi. Oui. Malheureusement. Donc voilà pour ce. Merci Bruno pour cette petite visite de ce lieu insolite. Alors ça, ce n'est bien évidemment, c'est qu'un tout petit bout du site du Châtelet qui est énorme. Hein. Ouais. Il y a un site énorme avec des silos à grains, etc., etc. Mais tout ça, à l'heure actuelle, étant absolument en désuétude, laissé pour compte. Et donc ce site fait partie d'un site global, Châtelet, Haute-Borne, le petit site qu'on est allé voir à Bienville. Tout ça, c'est d'un mouchoir de poche. Hein. Et la ville de Fontaine-sur-Marne. Et donc tout cela au dire d'un archéologue local que j'avais rencontré un jour sur les lieux, aurait été autrefois une agglomération à l'époque celtique, à peu près de la taille d'une ville comme Lyon à l'époque. C'est-à-dire quelque chose de très très important. D'accord. Voilà. Et en allant jusqu'au menhir tout à l'heure, je te raconterai en conduisant un petit peu l'admonitio généraliste dont a fait l'objet ce site. C'est-à-dire ce site florissant de la préhistoire, hein, néolithique, paléolithique et compagnie, je sais plus dans quel ordre, jusqu'au mérovingien, et après plus rien. Donc plus rien, pourquoi? Parce que les mérovingiens donc, ont été mis à mal par les carolingiens, tu le sais, et par cette admonitio généraliste dont on parle très peu, qui a été la pire inquisition de tous les temps. Voilà. Donc on en parlera un petit peu en remontant. Hein, ça marche. Voilà. Ok Bruno. Voilà. Alors là on poursuit la visite. Donc de l'autre côté donc le Châtelet étant juste à côté, de l'autre côté de la route là-bas. Et là donc on voit indiqué menhir de la Haute-Borne. Voilà. Et tu vas voir un pauvre menhir perdu au milieu de nulle part, alors qu'en fait tu es sur un site magnifique qui commence là-bas derrière, hein, site du Châtelet, un site énorme, gigantesque là derrière nous. Et cette forêt que tu vas voir, on va avancer un petit peu, cette forêt que tu vas voir au loin là-bas, qui est encore un endroit le plus haut perché, qui à mon avis était aussi un deuxième site, un deuxième oppidum, mais plutôt celtique à l'origine que voilà. Alors ici sur ta gauche, ici tu avais il a été découvert des tas de sarcophages, de vaisselle ancienne. Ici, tu as un site mérovingien. Hein. Ici, sur ta droite, dans le champ de blé, si tu viens après la récolte, quand c'est labouré, tu trouves des tas de fossiles sympas, des petits oursins en forme de cœur. C'est mignon comme tout, ça fait des petits cœurs. Des pointes de flèches préhistoriques. Parce que alors, sur ce site, tu as eu de la vie depuis l'époque préhistorique, c'est-à-dire néolithique, paléolithique, jusqu'au mérovingien. Et bizarrement, plus rien ensuite, à part ces quelques maisons contemporaines. Et je vais t'expliquer pourquoi, chose dont on parle assez peu, et chose d'ailleurs que je connaissais pas il y a un an, parce que figure-toi que m'intéressant à l'histoire de Jésus et Marie, leur présence forte en Haute-Marne, notamment au travers de ces deux rivières, Aube et Marne, je le disais tout à l'heure, eh bien, on note, donc j'ai fait un jour un rêve, alors, comme par hasard, à la date anniversaire de l'Admonitio Generalis, hein, c'est-à-dire, alors je sais jamais trop si c'était je crois,
de mémoire le 18 ou je crois que c'est 18 ou 28 mars 789. Et bien moi j'ai fait un rêve à la date anniversaire pile, mai en 2022. Un rêve assez bizarre où je voyais ce site, alors peut-être dans un plan décalé hein, de l'espace-temps, je voyais ce site comme il était à l'époque celtique ou mérovingienne, peut-être encore, je sais pas, mais avec en tout cas des tas d'éléments de construction celtique, de menhirs, de dolmens, etc. Alors il faut aussi que tu comprennes qu'ici, alors on n'est pas en Bretagne, mais il y avait certainement tout autant de menhirs, sinon plus qu'en Bretagne. Seulement le problème de ces menhirs ici et de ces constructions, c'est qu'elles sont en calcaire. Et le calcaire, évidemment, dans le temps, dure moins longtemps, s'érode beaucoup plus vite. On va le voir avec ce menhir de la Haute-Borne, mais aussi est plus facile à détruire hein, lors de christianisation, hein, d'évangélisation des lieux. Et là, il se trouve que en ce jour, j'ai fait donc ce rêve un peu bizarre de ce site. Alors, ce rêve, comme tous les rêves, je m'en rappelle d'une infime partie. Mais quand je me suis réveillé ce jour-là, à 2h30 du matin à peu près, à l'heure où j'écris habituellement, eh bien, là, je l'avais vraiment en moi. C'était beau et ça m'a beaucoup parlé parce que j'avais aussi un poème qui s'appelle Hégémonie. On pourra le mettre avec ton documentaire. Il y a beaucoup à y comprendre. Et quand j'ai écrit ce poème, donc j'ai employé des mots que je ne connaissais pas, comme l'hégémonie. Cet endroit où l'on sacrifiait des gens, souvent par lapidation, hein, du moins où l'on déposait, pardon, des gens que l'on laissait pour morts, hein, entre la vie et la mort, qui avaient été fracassés par lapidation souvent. Et ces gens, c'était essentiellement des empêcheurs du système, c'est-à-dire des gens qui s'opposaient au système déjà à l'époque, donc au système judéo-romain. Hein, qui déjà oppressait les peuples à peu près autant qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai écrit ce poème qui se terminait par sur les marches de l'escalier de la Sainte Horreur. Alors ça fait allusion, mais je ne savais pas non plus à l'époque. Tu vois, l'écriture inspirée, ça a cela un peu de particulier. Et on va s'arrêter là un moment. Je vais aller vous montrer quelque chose de sympa. On va descendre. Je vais vous montrer un menhir là qui est là. Qui a été fracassé et un jour qui sera probablement qui peut être déblayé par le paysan qui va foutre ça à la décharge parce que ça gêne, c'est un caillou. Donc je vais te montrer un peu l'histoire, quelques bribes encore de cette histoire. Voilà, on va passer par là. Donc oui, je vais finir de t'expliquer en même temps donc ce rêve hein, sur les marches de l'escalier de la Sainte Horreur, la fin du poème Hégémonie. Sur les marches de l'escalier de la Sainte Horreur disparaissent les messages, viennent les gémonies, hein, un bout que je me rappelle jamais, que de l'hégémonie, c'est-à-dire que de légers abrutis comme moi, comme toi, des petits mots qu'on véhicule un petit peu pour contrecarrer ce système. Et donc voilà, et donc on va contrecarrer ce système, on va aller montrer un petit peu des choses. Des choses ici, tu en as plein partout. Là ici, tu as des tas de vestiges enterrés là sur des hectares. On est, je te dis, en lieu et place, tu vois. Là, tu as une belle vue de cet oppidum. Tu vois un peu cet oppidum là? Oui, on était voilà. Tout à l'heure. Donc oppidum, soi-disant gallo-romain, bien évidemment celtique avant d'être gallo-romain. Christianisé, on a un beau calvaire là-bas. Le toutou est venu faire pipi hein, sur les traces de ses congénères. Et là, tout le long, là, ce n'est qu'un enchaînement de vestiges oubliés. Hein, et je te dis pas tout ce qui a été trouvé à la sauvage, détection sauvage, des vaisselles en argent, des fibules, etc. J'en passe. Donc, et là, donc, ce menhir. Alors oui, ce que je dois dire aussi, en même temps que ce poème hégémonique, qui est quand même très particulier, eh bien, je me suis réveillé avec en tête Admonitio Generalis, mot que je ne connaissais pas. Et bien sûr, évidemment, première chose que j'ai fait, j'ai ouvert le dictionnaire et je suis tombé sur la définition de l'Admonitio, c'est-à-dire ce capitulaire promulgué sous Charlemagne, hein, Carolus Magnus, un Romain, pas le bon Charlemagne dont on parle à l'école, ce sacré Charlemagne, donc qui n'a pas inventé l'école, bien évidemment, qui l'a rendu obligatoire, c'est différent, et l'école catholique, c'est-à-dire la pensée unique, faut bien le préciser. Et ce sacré Charlemagne a surtout donc fait détruire toute trace, a été missionné pour faire détruire toute trace de religion ancestrale sur toute la France, et pas que.
peut-être même dans certains pays avoisinants. Mais en tout cas, en France, c'est là qu'il y a eu la plus grande destruction de l'archéologie véritable. Et bien sûr, instauration du mensonge par la religion catholique. Pour effacer toute trace, pour effacer toute trace de la religion de ces anciens cultes, primordiale, de ces anciens cultes. Et alors, ça s'est pas arrêté là. Hein. Ça a été, s'il y avait eu que ça, il y a eu en même temps donc l'assassinat de tous les Mérovingiens. C'est-à-dire, il y a comment il s'appelle, qui fait des vidéos là-dessus, qui a fait Slav Viking contre Dinard. Oleg de Normandie, qui en parle. Et alors, on n'est pas toujours forcément tous d'accord, mais à un détail près, en tout cas, on raconte moins de conneries que ce qu'on nous en raconte, c'est ce qui compte. Peu importe de connaître les dates, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision d'ensemble, hein, de savoir quand même comment ça se passe réellement. Avoir les détails, on s'en fout. Hein. Avoir des dates de guerre, tout ce qu'on apprend à l'école, on n'en a rien à foutre. Hein. Moi, l'histoire, j'étais pas bon en histoire parce que je disais à mon prof que dans l'histoire, il y avait moitié de mensonges et moitié de trucs qui servent à rien. C'est-à-dire des dates de guerre, de mort, de Napoléon qui est venu pisser par là, hein, ça on s'en fout. On s'en fout royalement. On ferait mieux d'apprendre en histoire à des élèves des choses gaies, des choses de la création, de l'art, je sais pas, de toutes ces choses-là, mais certainement pas des dates de mort comme ça se fait encore aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc l'admonitio généraliste, j'ai pu voir ce que c'était. Donc destruction de ces peuples anciens. Ah bah ça y est, il va y avoir droit, hein, le menhir. Hein. Il y a déjà un tas de merde là-dessus. Là. Ah, là, donc ouais, je croyais pas si bien dire. Le menhir, il est là. Tu vois, regarde. Voilà, il est là le menhir. Tu vois. Ah oui. Donc voilà, là tu as un menhir qui a probablement été destroy. Tu vois, d'ailleurs il est très large là. Et puis tu vas t'apercevoir, tac, 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 tu vois, regarde, les paysans qui commençaient à y mettre sa merde. Donc tu vois là, il est en train de remblayer là. Donc voilà le menhir. Ouais. Tu vois. On avait un beau menhir ici qui dans quelques temps sera voilà, le mec il va recouvrir sa terre, dans le meilleur des cas. Un jour il va faire venir un engin qui va te déblayer tout ça, et puis voilà. Et le menhir c'est con parce que on le voyait bien là, il allait jusqu'à là-bas, cassé en morceaux, fragmenté. Alors quand il y a moins d'herbe, on voit que ça commence ici, là. Ouais, ah bah il a été pété quelque chose de bien, regarde. Tu vois, là, il a été cassé. Cassé là, il y en a encore un. Le morceau là, tu vois, qui marche dessus là. Il y a encore un bout là, tu vois. Regarde, là il continue jusqu'à là, un truc certainement encore de 6-7 mètres de haut, hein, minimum. Donc voilà comment en Haute-Marne on respecte l'archéologie. Bonjour monsieur le préfet. Vous n'avez pas encore décidé de faire un monsieur bricolage? Oui, on va nous faire un monsieur bricolage. Ouais, monsieur picolage, c'est bien aussi. Voilà, alors okay. toujours dans des belles cultures de blé empoisonné, d'orge empoisonné, de tout un tas de bons produits pour nous. Hein. Bon, on va remonter dans le véhicule, on va aller un peu plus loin. Alors on est toujours au milieu de cultures empoisonnées, hein, malheureusement. Et voici le menhir de la Haute-Borne. Alors, chose à dire aussi, ce menhir avait été pollué, on va dire, par quelques énergumènes malveillants il y a quelques temps, et était redescendu à 720 000 unités bovis, ce qui était déjà pas mal. Et là, il est remonté après quelques actes de bienveillance, il est remonté à 5 millions d'unités bovis quand même. Alors encore une fois, testé par 4 personnes différentes qui ont trouvé la même chose. Et la fontaine tout à l'heure que tu es allé voir, là, Sainte-Ménéhould, à la source Sainte-Ménéhould, là-bas. Moi, je l'appelle plutôt ça que chapelle, parce que la chapelle, on s'en fout. Hein, les miracles, moi, j'y crois pas. Je sais pas, toi, t'y crois, toi? Oui. Le seul miracle auquel je croirais, c'est que l'humain redevienne raisonnable. Ça serait vraiment miraculeux. Mais sinon, cohérent. S'il pouvait se recalquer à la cohérence, ça serait génial. Bon, alors malheureusement, il a été ceinturé d'une grille, on peut pas le toucher. Alors là, tu remarques que ce menhir, tu vois, avait été brisé. Oui. Tu remarques des vagues d'érosion frôlant les 15-20 cm, facile. Donc tu peux imaginer la taille de ce menhir à son origine, hein, vu l'érosion par le temps. Et si tu le recrées non érodé et que tu prolonges, là tu as à l'heure actuelle un menhir qui fait près de 7 mètres de haut, 6 mètres 70 je crois, un truc comme ça. Donc imagine, ce menhir porte bien son nom de Haute-Borne, puisque je pense qu'il devait dépasser les 10 mètres. Donc en comptant en plus voilà. la partie enfouie. Et là, si tu regardes,
tu as ici une inscription romaine. Viromarus, je sais plus comment, je savais, tu vois en dessous, Viromarus, je sais pas quoi, ça veut dire quand c'est un tel, fils de un tel, ça veut dire. Mais l'inscription, je me rappelle plus, vous allez voir sur la Haute-Borne, à Fontaine-sur-Marne, vous verrez, on en parle de cette inscription, Viromarus Estatili, voilà, c'est ça. Viromarus Estatili, ce qui veut dire Viromarus, fils de Estatili. Un beau bébé. Voilà. Alors l'histoire mensongère nous dit deux versions différentes d'ailleurs, preuve qu'elle est mensongère. Donc ce menhir aurait été, soi-disant, se serait écroulé lors de fouilles où ils auraient creusé un peu trop près. Et puis une autre version dit qu'il a été redressé en telle époque. Donc tu vois, voilà, toujours la même histoire. Et alors maintenant je vais t'emmener Jérôme. Alors encore un mensonge et il est taille celui-là parce que c'est un tunnel. Alors bien évidemment, à part ce menhir qui a dû devoir être classé à un moment, sûrement que quelqu'un a dit il faut le protéger, donc ils se sont sentis un petit peu obligés de le protéger et de mettre un petit panneau. Mais à part ça, il y a rien de dit sur le site. Hein. Tu as vu cette construction mégalithique qu'on a vu hein, tout à l'heure, tout à l'heure, dont on a tout repéré, non répertorié, dont on ne sait rien, absolument rien. Hein. Et là maintenant, je vais te montrer quelque chose d'autre. Tu vas découvrir quelque chose. Je te dis rien. Tu vas découvrir quelque chose d'assez sympa. Allons-y. À 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici. Seul indice, à 2 pas d'ici, mais un étage en dessous. Un étage en dessous. Ouais, alors on revient. Je remets une petite couche quand même parce que c'est important. Hein, donc l'admonitio generalis, chose dont on n'entend pas parler. Donc une des inquisitions les plus meurtrières. Hein, plus meurtrières encore que les dernières au Moyen-Âge, etc., dont on va parler un peu tout à l'heure. Inquisition sous les Stuarts, sous les ducs de Guise, etc., sous tous ces inquisiteurs. Alors eux, ce sont des inquisiteurs du XVIe, mais il y en a eu plein, hein, où on a brûlé les sorcières, où on a chassé les druides, où on a... Donc voilà. Et là, donc, on va arriver dans un endroit sympa. Alors là, c'est pareil, hein, si tu connais pas... Oui. Tu risques pas de trouver. Il n'y a pas de panneau, hein, c'est pas répertorié. Allez hop, on y va. Hop. Hein, fais passer Evelyne, va. Mon ingénieur son. Vas-y, fais passer l'ingénieur son. Après toi. Non, t'inquiète. Ah merde, pas peur, Evelyne. Ah ouais, alors là... Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Oh, mystère. Un tombeau égyptien? Non. Donc il y a des escaliers là qui nous mènent dans cette espèce un temple maya? Non. De fosse là. Non. Ouais. Alors officiellement, qu'est-ce qu'il est dit sur cet endroit? Qu'est-ce qu'il est dit? Bah des mensonges. Des mensonges? Mais ah bon, alors c'est quel mensonge? Alors c'est un aqueduc. Un aqueduc. Sur le point pratiquement le plus haut de la région. D'accord. Hein, bah ouais, parce que ils aspiraient, ils prenaient des pailles géantes et t'avais des aspirateurs, t'avais des gens qui étaient payés pour aspirer l'eau dans les aqueducs. D'accord. Hein, donc là on est. Ouais, là on est à une entrée d'un voilà. donc d'un souterrain. Alors dont on ignore un tel souterrain. Moi je suis allé dedans à peu près pas loin de 3 km quand j'étais tout gamin. À peu près épais comme toi. Et il y a un moment, je sais que ça touchait. Je suis passé en rampant. Il aurait pas fallu que ça descende d'un demi-centimètre parce que on n'aurait jamais fait connaissance. Donc, on va essayer d'y aller, sachant que ça a été investi par des blaireaux récemment. Des blaireaux, on est vrai, hein, pas des. Non, pas des blaireaux la bête. Qui disent que c'est un aqueduc, hein, pas ceux-là. Des vrais blaireaux. Donc on peut y aller. Tu passes devant, j'éclaire juste derrière toi. Allez, je vais me mettre l'éclairage. Et on va essayer d'aller pas très loin parce que c'est dangereux. On va peut-être filmer des blaireaux.
Bah écoute, si tu as des on va blaireaux... finalement passe devant, Bruno. Non, non, vas-y, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils sont pas... Oh oui, tiens, il y en a, regarde, il y a des cacas de blaireaux. Alors, marchez pas trop dans les cacas. Alors, si c'est des cacas de bonheur, c'est le caca TOS? Non. Ah, ouais, tu vois un peu les blaireaux, ce qu'ils ont fait? Alors là, tu as une vue sur toute la partie empierrée. Alors, peut-être par les Romains. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Au plafond, on voit qu'il y a des belles dalles. Hein. Ouais, des belles dalles. Allez, on y va. J'ai pas peur des araignées, ça devrait... Et un peu plus loin, si on y arrive, eh ben, c'est creusé directement dans la marne. C'est-à-dire dans de la terre. Voilà. Alors... Ah oui, là, il y a un... Alors, les blaireaux, la dernière fois, ils m'ont fait une petite niche, là. Ouais, pas plus qu'une niche, un passage. La dernière fois que je suis venu, il y en a 7 qui m'ont déboulé devant le nez à 20 cm de moi. Bon, alors, si on voit des blaireaux, vous inquiétez pas. Ils seraient là, ils seraient déjà passés, je pense. On va essayer de faire du bruit pour leur faire peur. Ça va, Evelyne, tu suis? Bon, alors, on voit que... Tiens, je filme, parce que j'aime bien... Ah, ça, c'est des super... Alors, ça, c'est des poches de... Regarde la belle araignée. Elle est magnifique. Ah, ici, tu as des araignées magnifiques avec des poches de futurs nouveau-nés, des petites poches de naissance, des poches d'incubation. C'est magnifique. Il y a des chauves-souris, il y a des rats. Très très loin, je suis allé à des endroits où c'est très affaissé. Ah oui, il y a des beaux rats. Hein. Ouais, on va peut-être pas aller si tu peux aller jusqu'à là-bas parce que c'est intéressant. Tu vas peut-être voir l'endroit. Ah, parce que là, il y a un paquet de grosses araignées au plafond. On va essayer de pas les déranger. Ça va aller. Ça va aller. Alors là, tu vois, on arrive dans une partie. Regarde la différence entre le début et là. Regarde sur la gauche. Là, tu es déjà là. Ça, c'est de l'empierrement très ancien, de l'empierrement plus récent, avec des dalles. Hein. Et plus loin là-bas, si on arrive, essaie d'aller un petit peu plus loin, vas-y voir. Oh la vache, ils ont fait un sacré bordel, les blaireaux. Ah oui, là, c'est complètement bouché. Ah, ils ont bouché le... Ah ouais. Avant, c'était pas bouché. Ah bah non, là, on tu penses que c'est les blaireaux qui ont fait ça? Ah oui, c'est les blaireaux qui ont fait ça. D'accord. Voilà. Donc là, ils ont condamné l'entrée, les blaireaux. Là, comme ça, ils sont tranquilles, personne les emmerde. Bon, bah, on pourra pas aller plus loin. On pourra pas aller plus loin. Dommage. Ok. Et tu vois, là, c'est... Et là, tu me dis, quand tu étais jeune, tu as fait 3 km là-dedans. J'ai fait 3 km là-dedans. J'estime à peu près à 3 km. Et tous les, je sais plus combien, tous les quelques centaines de mètres, tu avais des puits d'aération coniques, avec des pierres à peu près identiques à ça au-dessus qui bouchaient les aérations. Certainement, lorsqu'on a cultivé les champs. Alors, tu remarques le V, tu vois, la forme en V. Donc, ce tunnel était en V parce que il faut comprendre que dans ce genre de souterrain, parfois on y passait même à cheval. Ah oui. Voilà. Donc, t'avais le bas était très étroit, ça suffisait pour laisser passer les pattes d'un cheval ou d'un homme. Plus élargi, et le haut était un peu plus élargi. Souvent, ça avait cette forme que tu vois là. D'accord. Hein. Et plus loin là-bas, donc, c'est creusé au piolet, directement dans la Marne. Dans la Marne. Voilà, dans la Marne qui une fois compressée, puisque ici on a été longtemps sous les mers. Eh bien, tu as cette Marne et tu remarques encore les coups de piolet. On voit encore les coups de piolet qui ont été mis. Pas ici, hein. Ici c'est de la pierre taillée. Alors, on les voit les coups, mais là-bas, carrément dans la Marne, tu vois tous les coups de piolet qui ont été mis, donc taillés directement dans la Marne, qui ressemble à peu près, qui s'apparente à un sac de ciment, tu vois, qui vieillit mal, qui a pris un peu d'humidité, qui commence à durcir. C'est un peu ça la Marne. Et c'est un élément, on en parlera tout à l'heure quand on sera aux sources de la Marne. C'est ce côté. Il faut noter que la Marne, elle a ce côté fertilisant, un peu comme ces alluvions de la vallée du Nil. Hein, d'ailleurs, la vallée de la Marne, moi je la compare à la vallée du Nil. Et cette, tu comprendras mieux tout à l'heure à quoi je vais en venir. Cette Marne, eh bien, elle est bien relative à Dea Matrona puisqu'elle est à la fois fertilisante, on a les terres les plus fertiles, et elle est à la fois protectrice, c'est-à-dire que si tu étais enfoui dans cette Marne, qui par endroits, lorsqu'elle est vive, active, c'est un genre de sable mouvant, tu tombes là-dedans, on te retrouve dans 10 000 ans, t'es intact, comme dans la tourbe. Fossilisé. Voilà, fossilisé, conservé. Conservé. Donc, si tu regardes, quelque chose qui protège, qui conserve, quelque chose qui est fertile, eh bien, c'est quoi? C'est la déesse de la fertilité. C'est Dea Matrona, c'est Marie, c'est... Voilà. D'accord. J'allais dire c'est dommage que ça soit bouché, mais en même temps.
Oui, c'est dommage, parce que c'est pareil, c'est un site phénoménal. J'aurais pas fait 3 kilomètres dans la galerie. Je te le dis. Je t'avoue que je le ferai plus aujourd'hui. J'étais un peu taré à l'époque. Et tu vois, on peut même imaginer que c'était peut-être, ça continuait peut-être plus loin. Mais donc ça, c'était un échappatoire, à mon avis. Hein. En cas de coup dur, c'était un truc pour se barrer, pour se carapater. Ou je sais pas, parce que là, hop. Eh ben, un lieu encore une fois non répertorié, très insolite. Ouais. Et dont le peu qu'on en dit est très mensonger. Surtout. Alors on est où là, Bruno? Alors là, nous sommes à Cons, en Haute-Marne, sud-Haute-Marne, presque limite Côte d'Or. Hein. Et donc une petite particularité à la région, ce sont ces escargots de pierre monumentaux. Il y a un peu des pyramides locales. Ça ressemble beaucoup. Ouais. C'est des pyramides aiguisées. Déguisées. Et alors là encore un gros mensonge. Alors on ose nous raconter que ces ouvrages sont des décorations de jardins à l'anglaise. Toujours du 19e, hein, toujours donc relativement contemporain, tu vois. Et alors qu'ils aient peut-être été réhabilités en cette période-là, oui. Hein, réintégrés dans des parcs arborés, tout ça, pourquoi pas. Mais je pense que l'origine est beaucoup plus ancienne. Et ça relève encore une fois, je pense, du celtique. Et alors, si tu veux, j'ai été très étonné parce qu'un jour, dans la nuit du 20 au 21/12/2012, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Moi, j'ai eu une vision, ce qui a déclenché le pacte sacré, dans cette émission qu'on a fait sur ta chaîne. Exactement. Et donc, j'ai vu une immense croix celte dans mon rêve, fichée dans un escargot de pierre géant. Alors, je connaissais pas ces escargots hein, avant. Et puis, j'en parle à un pote qui s'intéresse un peu à l'époque celtique. Et il me dit, les escargots de Cons. Je dis, comment ça, les escargots de Cons? Non, de Cons. Il me dit, je connais pas, ça sort un peu, et tout. Alors, il m'explique, et puis du coup, le lendemain, j'étais là. Et là, j'ai vu ce que j'avais vu dans mon rêve. Il manquait plus que la croix Il manquait la croix celte plantée dessus. Une grande croix celte à l'échelle. Donc, imagine un peu là-dessus. Alors, ça c'est du... on va aller voir d'un peu plus près. Hein. C'est du 1 pour 2, c'est-à-dire non, c'est pas du 1 pour 2, ça fait 6 mètres de haut, en gros, pour 30 de diamètre, je crois, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Donc des proportions quand même assez carrées et donc on peut s'amuser à faire le parcours. Donc, alors selon toi, la fonction de, hormis alors là, cette légende d'ornement de jardin à l'anglaise, la fonction, je sais pas, peut-être. Ouais, c'est vrai que ça fait assez pyramide à degrés, hein. Oui. Mais en escargot. Alors surtout la carrée, parce que alors là, ici tu en as une ronde. D'accord. Et un petit peu plus bas là-bas, on peut peut-être déjà les survoler toutes les deux. Ouais. Donc tu en as une ronde et un peu plus bas là, tu en as une carrée. Qui a été réhabilitée plus récemment. Elle est peut-être même en cours de rénovation, encore de réhabilitation. Voilà, donc bah tiens, tu peux regarder ce qui s'en dit. Voilà. L'ancien domaine épiscopal de Cons, hein, composé de la vaste forêt de l'Aï, etc. Surplombant. Donc 5,30 m de haut, 16,30 m de diamètre. Ah oui, c'est 5,30 m par 16. Voilà, c'est pas 30 par... Donc les deux acheteurs, Nicolas et Sir Bertrand, je sais pas s'ils réalisent aussitôt les transformations en jardin anglais de leurs domaines respectifs, avec l'aide des manouvriers de Coron, qui extraient la pierre, les femmes étant chargées plus spécialement de leur transport. Ok. Donc ils estiment que ça aurait été fait des débuts 1800. Voilà, des jardins à l'anglaise. Moi j'ai un peu du mal, mais bon. Ou alors inspiré de vestiges plus anciens, je pense. Je sais pas, ça fait pas trop anglais, quoi. Peut-être que dans certains jardins anglais, mais non, ça me dit rien. À voir.
Donc là, celui-là, il est en escargot et circulaire. En escargot circulaire. Et il y en a un plus loin. Celui-là là-bas, en escargot carré. En escargot carré. Et ben, on va aller voir ça. Je sais même pas s'il y en a pas encore un peu plus bas. Je sais plus. Hein? Il y en a encore un. Ça fait un moment. On n'est pas embêté par les touristes. Hein. Non, ça va. Mais au moins c'est répertorié, c'est connu, c'est voilà. Oui, celui-là est bien carré. Celui-là est sympa. Par contre, il a que 3 niveaux. Alors moi je l'ai connu, celui-là il était à moitié en ruine, il a été réhabilité. D'accord. Beaucoup plus... Donc tout en pierre sèche, hein, comme les murets qu'on a vus au bord de la route en pierre sèche. D'accord. Alors ici on en a partout des murets en pierre sèche. Donc ça serait juste pour ornement quoi, pour décorer, pour faire joli. Selon toi, quelle serait la fonction? Selon moi, non, honnêtement, Ah oui, et là on a une entrée. Peut-être, on peut y monter. Hein. Ouais. On peut monter dans celui-là. Alors je sais pas s'il y en a plus bas. Encore. Il y en a encore plus bas. Allez, on y va. En tout cas, ils ont admirablement travaillé. Et donc, chapeau à ceux qui ont rénové ça. On monte en escargot jusqu'au sommet. Donc pas un joint de ciment, de terre, de chaux, de quoi que ce soit. C'est vraiment que de l'empilage, quoi. Ouais. Empilé. Et on trouve des murs comme ça, d'époque celtique, encore pas trop mal conservés. Non. Oui. Mais bon, tu vois, c'est quand même des pierres qui sont assez larges. Hein. Donc forcément, ça porte, hein, c'est bien empilé. Bon, les plus larges doivent être au-dessus, je pense. Il y a un petit retour par là. Recoin, là. Ouais, un petit recoin qui sert pas grand chose. C'est sympa. Ça y est, c'était pour faire des sacrifices humains. Ah bah c'est soit religieux, soit des sacrifices humains ou jardin à l'anglaise. Si c'est sacrifice humain, c'est plutôt jardin fil à l'anglaise. C'est ça. En tout cas, c'est magnifique. Ça a été magnifiquement restauré. Voilà. Là, j'en reviens pas. Franchement, chapeau. Voilà. Ça fait un petit peu chemin initiatique hein, quand même, on a l'impression. Et là, tu t'adresses à la foule. Hein? Mes chers enfants. Et là, on est au sommet. Là, on est au sommet. Voilà. En plus, on a une belle vue. Hein. Beaucoup d'acacias. Super joli. Regarde la vallée. Là. On a une magnifique vue sur la vallée. Ça sera intéressant. Allez, on va grimper sur l'escargot. Alors, je vois qu'ils ont coupé les frênes, ils ont fait de la prévoyance, ils ont abattu aussi les frênes qui commencent à crever, c'est pas plus mal, parce que quelqu'un qu'il y en a un qui se ramasse sur eux. Allez, à toi l'honneur. Tu nous prends en haut? Allez, allons-y. C'est parti.
Ouais, ça fait un sacré petit parcours, hein, mine de rien. Hein. Les cannes. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et nous voici quelques 5 mètres plus haut. Ça donne l'impression de faire plus de 5 mètres, non? Non. Ouais, c'est vrai. Hello. On lui fait le géant de Nazca. Comment qu'il est, le géant de Nazca? Et c'est comme ça lui, hein, qu'il est. Il fait coucou. Le géant de Nazca, tu sais, le 31 mètres là. Oui, l'extraterrestre. Le cosmonaute. Le cosmonaute, pardon. C'est bon? Bon, on peut redescendre Bah, là. bon promontoire hein, pour. C'est pas mal. Hein. Voilà. Imagine pour dire entouré de druides. Joli. Joli. Bon bah je vous fais pas la descente hein, parce que la montée suffira. Bah, tu repasseras la vidéo à l'envers. Voilà.